Une tarentule solitaire émerge de son terrier. Le soleil matinal réchauffe son corps blindé. Elle s'arrête, elle écoute. Une ombre glisse sur le sable. Le géocoucou. Sans prévenir, l'oiseau se précipite en avant. La tarentule se dresse, croc ouvert et soie venimeuse dressée. Mais c'est trop lent. L'oiseau attaque à nouveau. Il frappe du bec une fois, deux fois, trois fois. L'araignée vacille, ses pattes fléchissant sous son poids. Le géocoucou l'attrape et la plaque violemment contre le rocher. Le silence revient. Le petit déjeuner est mérité. C'est comme ça que ça se passe dans le parc national de Big Bend. À l'extrême ouest du Texas, là où le Rio Grande serpente abruptement à travers la roche et le désert, se trouve le parc national de Big Bend. L'une des plus grandes réserves naturelles des États-Unis. Plus de 324 000 hectares de beauté sauvage. Ici, 3 paysages se rencontrent. Le désert de Chihuahua, les montagnes Chizos et la grande vallée du fleuve. Le désert se repose en hiver. Nuit froide, des journées douces. Un silence s'étend sur la plaine inondable du Rio Grande, brisée seulement par le vent et le cri occasionnel d'un corbeau. Le soleil se lève, et avec lui, les sangliers, Peccari tajacu. Ils ont passé la nuit blottis les uns contre les autres, dos à dos, partageant chaleur et réconfort contre le froid. Les porcelets s'agitent avec impatience, poussant leur mère en poussant de petits cris. Petit à petit, le troupeau commence à se déplacer. Une matriarche ouvre la marche, le museau collé au sol, traquant les odeurs laissées pendant la nuit. D'autres suivent en formation serrée. Les porcelets trottent derrière leur mère. Plus loin, une forêt de figues de barbarie les attend. La matriarche s'arrête. Elle baisse la tête. Avec aisance et pratique, mordez dans le cactus. Les épines lui écorchent les lèvres, mais la peau épaisse de sa bouche les absorbe. Elle mâche, broie, avale. Puis, un porcelet s'approche. Il tourne autour du cactus. La mère mord à nouveau, arrachant les coussinets et exposant la chair humide en dessous. Le porcelet imite maladroitement au début et en criant de frustration. Finalement, il en arrache un petit morceau, le mâche et l'avale. D'autres se joignent à eux. Bientôt, le champ est réduit à des tiges broyées. Le troupeau poursuit son chemin, laissant derrière lui terre nue et épines brisées. À midi, le désert se réchauffe. Les sangliers se réfugient à l'ombre, cachés sous l'épaisse couche de créosote. Ils se reposent, allongés épaule contre épaule, les yeux mi-clos. Les porcelets se blottissent contre leur mère, mais le silence est fragile. Un coyote rôde non loin. Il avance d'un pas décidé, ses pattes douces sur le gravier, son museau remuant pour flairer les porcelets. Il tourne en rond, se faufilant dans l'ombre, l'oreille à l'affût du moindre bruit. Le troupeau s'agite, s'agite. La matriarche se lève, les cheveux dressés sur sa tête. Elle claque des crocs. C'est un avertissement. Les autres suivent, ruant et grognant, formant un cercle défensif avec les porcelets au centre. Le coyote s'arrête, une charge pourrait disperser le troupeau. Mais les crocs sont acérés, ils sont trop nombreux. Après un moment de tension, le coyote recule. À la tombée de la nuit, la température chute rapidement. Le troupeau reprend sa route, suivant de faibles traces jusqu'au lit d'une rivière asséchée. Ici, l'eau coule parfois après la pluie, laissant derrière elle graines, racines et insectes cachés. Les museaux creusent, les sabots grattent. Les porcelets imitent chaque mouvement. La nuit tombe vite. Le désert se rafraîchit, glacial. Les sangliers se rassemblent à nouveau, blottis les uns contre les autres, en quête de chaleur. Les jeunes cochons creusent des terriers profonds. Les adultes restent vigilants, l'oreille tendue au moindre murmure de danger. Demain, la meute se lèvera à nouveau. Depuis le lit d'un ruisseau asséché, un couple de coyotes, Canis latrans, se déplace silencieusement. Tête basse et oreilles dressées, ils rôdent sur leur territoire. Ce territoire est balisé et patrouillé nuit après nuit. Derrière eux apparaissent des silhouettes plus petites, des chiots adolescents. Ils ne sont plus attachés à la tanière. Mais ils ne sont pas encore des chasseurs experts. Ce soir, ils apprennent. Le couple avance, côte à côte.
Ils s'arrêtent souvent, reniflant les sous-bois, guettant le moindre mouvement. Les jeunes suivent de près. Un bruit rompt le silence. Doux, rapide, rythmé. Un lapin, caché dans la sauge. Le mâle se fige. La femelle suit, silencieuse comme une pierre. Le lapin se nourrit sans s'en rendre compte. La femelle fait le premier pas, des pas lents et silencieux. Son ventre effleure le sol. Le mâle l'imite en décrivant de larges cercles. Ensemble, ils forment un mouvement de pince. Les jeunes s'approchent, trop près. Leur excitation vibre dans l'air. Le lapin est surpris et s'enfuit. La poursuite éclate. Le couple avance rapidement et avec assurance. Muscles tendus sous leur fine fourrure, pattes martelant le sol. Le lapin file à gauche, puis à droite, zigzagant sauvagement. Les petits le poursuivent, mais maladroitement. La femelle lui barre la route, le forçant à s'approcher du mâle. Le piège se ferme. Au dernier moment, le mâle se précipite. Un cri court et aigu, puis le silence. Les louveteaux arrivent essoufflés, la langue pendante, les yeux rivés sur le lapin inerte que leur père tient dans ses mâchoires. Ils le laissent tomber à terre. Les louveteaux foncent, mais la mère les arrête. La femelle renifle le lapin puis s'écarte. Un chiot avance lentement, incertain. Il donne des coups de pied dans le corps, mordillant maladroitement la fourrure et les os. Les essais et les erreurs continuent jusqu'à ce que le lapin soit détruit. Lorsque les chiots ralentissent, les adultes interviennent et prennent ce qui reste. La nuit tombe. La famille s'éloigne, le ventre plein. Leur rythme est plus lent, plus détendu. Les jeunes grignotent et s'agitent. Les parents les gardent près d'eux, l'oreille tendue vers la moindre menace. Sur une crête, le mâle s'arrête. Il lève le museau. Un long hurlement plaintif s'élève dans la nuit. Le bruit peut être entendu à des kilomètres. La femelle se joint. Les chiots essaient aussi, hurlant fort et faiblement. Au loin, un appel à une réponse. Un autre paquet. Le mâle baisse la tête et redevient silencieux. La famille continue son chemin. Alors que la nuit se rafraîchit, ils retournent à leur ruisseau. Les jeunes s'effondrent, les jambes tremblantes dans leur sommeil. Les parents restent à proximité, toujours vigilants. Le désert dort avec eux. Des heures plus tard, l'aube se lève sur le Rio Grande. La brume s'élève de l'eau qui coule lentement et dérive sur la plaine inondable en ruban pâle. Puis un son brise le silence, grave, résonnant. Des cris de trompette qui portent à des kilomètres. Les grues du Canada, Antigone canadensis, arrivent par vagues. Ailes déployées, pattes pendantes, des dizaines, puis des centaines, descendant en spirale. Ils ont atterri dans des eaux peu profondes. Leurs pattes brisent la surface en un léger clapotis. Ils lèvent la tête, leur calotte rouge luisant aux premières lueurs. Leur grand corps gris se perche dans l'eau peu profonde. Ils replient leurs ailes, se lissent les plumes, se reposent. Ils sont en mouvement depuis des semaines. Des plaines du nord et des lacs gelés, ils ont migré vers le sud, profitant des courants thermiques et des vents arrière. Maintenant, le long du Rio Grande, ils s'arrêtent. Ici, ils se nourrissent et reprennent des forces. Le groupe s'étend à travers la plaine inondable. Certains longent les berges boueuses, enfonçant leur long bec dans la terre. Graines, tubercules, insectes cachés sous le givre. Parmi eux, les couples restent collés, compagnons pour la vie. Ils s'appellent et leurs voix fusionnent en un duo. Tout autour, de jeunes grues testent leurs ailes, effectuant des vols courts et maladroits. Elles battent vigoureusement des ailes, les pattes pendantes, puis s'écrasent au sol dans un plouf. Dans l'eau peu profonde, un coyote solitaire attend. Il avance lentement. Les grues le remarquent. Un oiseau émet un cri d'alarme aigu. Aussitôt, les ailes se déploient. La volée prend son envol. Des dizaines de corps s'élèvent dans les airs, leurs ailes battant avec force comme le tonnerre. Le coyote bondit, ses mâchoires claquant dans le vide. Trop lent. Les grues s'élèvent, décrivant des cercles dans une tempête de cris. Mais ils ne peuvent pas voler éternellement. Ils s'installent bientôt à nouveau, un peu plus loin. La journée s'écoule lentement sur la plaine inondable. Les grues mangent, se reposent, puis mangent encore. À la nuit tombée, le groupe se rassemble. Elles pataugent dans l'eau jusqu'au ventre. Là, elles se reposeront. L'eau leur offre un refuge. Elles cachent leur tête sous leurs ailes. Elles ferment les yeux. Pourtant,
Un oiseau reste éveillé, puis un autre, puis un autre. Une veille changeante à travers la longue et froide nuit. L'aube les réveillera à nouveau. Leur séjour est temporaire. Elles réapparaîtront bientôt. Pour l'instant, le Rio Grande les retient. Un rassemblement de milliers de personnes. Une brève pause dans un voyage qui traverse les continents. Les grues attendent. Elles se reposent. Elles se préparent. Et le moment venu, elles disparaîtront au loin, à l'année prochaine. Pour l'instant, le désert est calme à midi. À travers les fourrés de mesquites, on entend un bruit de mouvement, celui d'un lynx roux, Lynx rufus. Il glisse entre les branches, sa fourrure tachetée se fondant dans le sol marbré. Sa queue remue un instant, puis s'immobilise. Son regard perçant, ses oreilles pivotent comme des soucoupes, captant chaque murmure. Derrière elle, cachés dans un trou, 2 chiots attendent. Il s'arrête. Son nez frémit, une odeur flotte dans l'air, un lapin. Il s'accroupit, le corps plaqué au sol. Ses muscles se tendent. Chaque patte est posée silencieusement. Devant lui, le lapin à queue blanche broute dans un champ. Il grignote de l'herbe sèche, les oreilles frémissantes. Le danger rôde à proximité, mais il est invisible. Le lynx se fige. Elle avance lentement. Le lapin lève la tête, le museau crispé et les yeux ouverts. Cependant, il ne la voit pas. Soudain, le lynx bondit. Il couvre le sol d'un flou. Le lapin s'enfuit en zigzagant sauvagement. Mais le lynx est plus rapide. Elle se précipite et frappe avec précision. La poursuite se termine dans le silence. Elle traîne le lapin à couvert, essoufflé. Ses moustaches frémissent tandis qu'elle ajuste sa prise. La proie est fraîche, chaude. De quoi la nourrir, elle et ses petits, ce soir. Elle s'arrête pour écouter. Des coyotes patrouillent à proximité. Des faucons tournent au-dessus de sa tête. Même les charognards attendent leur chance. Elle doit déménager. Le lapin serré dans ses mâchoires, elle retourne furtivement au terrier. Les petits se réveillent à son approche. Elle lâche la proie. Ils se jettent aussitôt dessus, tirant maladroitement la fourrure et la chair avec leurs dents. Lorsque leur faim s'apaise, elle mange. Les os craquent sous ses mâchoires. Bientôt, il ne reste plus que des restes. Elle se lèche les pattes, les essuie sur son visage, effaçant l'odeur du sang. Les oursons se roulent sur eux-mêmes, se débattant, le ventre rond. Leur jeu imite la chasse. La mère se repose, allongée sur le sol du trou. Cependant, ses oreilles ne cessent de bouger, se retournant à chaque bruit dans les sous-bois. À mesure que la lumière décline, le désert se rafraîchit. Elle se lève à nouveau. Les petits s'installent, se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer. Elle s'éloigne, retourne à l'ombre. La chasse ne s'arrête jamais. La nuit s'épaissit. Le lynx roux parcourt son territoire, patrouillant les mesquites et les arroyos asséchés. Elle vaporise du parfum sur les branches et laisse des traces de ses griffes sur les arbres. C'est à terre, d'autres le sauront. Au bord d'un ruisseau asséché, une autre biche s'éveille. Elle observe patiemment. Mais ce soir, elle n'attaque pas. Sa faim est apaisée, ses petits ont mangé. De retour dans le creux, les petits dorment. Leurs petits corps s'élèvent et s'abaissent au rythme de la musique. Elle glisse à leur côté, les enveloppant de sa chaleur. Demain, la chasse recommencera. Les jours passent comme des heures et soudain le printemps arrive. Le désert s'agite. La pluie est passée. La chaleur se répand sur le bassin. Les ocotillos poussent des feuilles vertes, des fleurs éclatantes brillent d'un rouge vif le long de leurs épines. Les cactus s'ouvrent, leurs larges pétales étincelant de jaune, de rose et de blanc. Le sol, autrefois aride, explose de couleurs. Les abeilles volent parmi les fleurs, les papillons se déplacent en spirales paresseuses. Au-dessus d'eux, le chant des oiseaux remplit le ciel. Le désert, pour l'instant, est vivant et plein de voix. Au sol, un autre oiseau attend. Élégant et à longue queue, le géocoucou, Géococcix spp, est un prédateur taillé pour la vitesse. Il court d'ombre en ombre, mais pas seulement pour chasser. Aujourd'hui, il courtise. Le géocoucou mâle s'arrête, l'observe. Son œil perçant se concentre sur le mouvement. Un lézard se prélassant au soleil sur une pierre chaude. La poursuite commence. Il bondit en avant. Ses longues pattes s'étirent, ses griffes s'enfoncent dans le sable. Le lézard bondit, zigzague. Mais le géocoucou est plus rapide. Il bondit, claquant du bec. Le lézard se débat, mais sa prise reste ferme. Il ne porte pas de nourriture pour lui-même, mais une offrande.
La femelle attend à proximité, perchée sur une branche basse. Le mâle s'immobilise net. Il s'incline, ailes déployées. Puis il place le lézard devant elle. Un cadeau. Elle le contemple. Les secondes passent. Finalement, elle accepte. Elle mange. Et ce faisant, leur lien s'approfondit. Les jours passent. Ensemble, ils construisent un nid. Un fagot de bâton tissé dans le creux d'un mesquite, tapissé d'herbes, de plumes et de peaux de serpent. Bien caché, à l'ombre du soleil. Ici, la vie recommencera. La femelle pond ses œufs pâles et tachetés. Elle se perche patiemment, les réchauffant sous sa poitrine. Le mâle chasse inlassablement, lui apportant de la nourriture, sauterelles, araignées et autres lézards. Les jours passent, et bientôt des fissures apparaissent. De petits becs s'ébrèchent dans les coquilles. Un à un, les jeunes émergent. Number, aveugles, sans défense. Leurs cris percent l'air immobile. Les parents réagissent immédiatement. Le mâle revient, le bec plein de proie. Il se penche, nourrit ses petits, morceau par morceau. La femelle les suit, les protégeant, les réchauffant et les apaisant. La faim ne s'éteint jamais. Les poussins mendient, bouche bée. Le désert regorge de proies, mais chaque chasse est vitale. Les parents sont constamment en mouvement. Un scorpion capturé à l'aube. Une sauterelle attrapée à midi. Un serpent, petit mais féroce, luttait pour se soumettre. Chaque proie morte est remise au nid. Les poussins grandissent. Le duvet laisse place aux plumes. Ils ouvrent les yeux. Ils aiguisent leur bec. Ils s'étirent, vacillant sur des pattes instables. Bientôt, ils grimpent jusqu'au bord du nid, testant leurs ailes qui ne sont pas encore assez solides pour voler. Mais ils observent et apprennent. Le mâle court à découvert, poursuivant un autre lézard. Les jeunes tendent le cou, suivant chacun de ses mouvements. La femelle attaque un scarabée. De nouveau, les jeunes observent. À la fin du printemps, le désert devient plus chaud. Les fleurs se fanent. Les oiseaux migrateurs poursuivent leur voyage vers le nord à la recherche de l'été. Mais les géocoucous restent. Les poussins, désormais emplumés et audacieux, quittent le nid pour la première fois. Au début, ils sont maladroits, ils trébuchent facilement, mais bientôt ils s'élancent. Une sauterelle bondit, un poussin les poursuit. La chasse est courte, compliquée, mais fructueuse. Le désert redevient silencieux. Les fleurs se fanent, les couleurs s'estompent. La saison de l'abondance se termine. Mais la lignée des géocoucous continue. Quand le printemps arriva, un voyageur lointain l'accompagna. Le colibri à menton noir, Archilochus alexandri, a parcouru des centaines de kilomètres depuis le Mexique, traversant rivières, plaines et montagnes, pour arriver jusqu'ici. Cet oiseau minuscule ne pèse pas plus d'une pièce de 1 centime. Aujourd'hui, il plane. À un rythme estimé à 50 battements par seconde, les ailes deviennent floues. Son corps reste stable dans l'air. Devant lui, un agave fleurit. Ses hautes tiges s'élancent vers le ciel, couronnées de fleurs jaunes. Chaque fleur déborde de nectar. Le colibri s'élance, enfonçant son bec profondément dans la fleur. Sa longue langue fourchue lappe le nectar. Mais il ne s'agit pas seulement de nourriture. La saison du printemps exige de l'exposition. Non loin de là, un mâle est perché haut sur une branche morte. Sa gorge s'assombrit dans l'ombre. Cependant, lorsque le soleil atteint sa cible, son collier brille, une bande violette irisée. Il observe, il attend, puis il s'élance. Droit dans les airs, il s'élève, toujours plus haut. À son apogée, il s'arrête puis retombe comme une pierre qui tombe. Il plonge à côté de la femelle qui l'observe, ses ailes rugissant et ses plumes de queue déployées. C'est un acte. Arrivé au fond, il se cambre et remonte. La descente se répète. La femelle plane au-dessus de l'eau. Elle observe. La décision lui appartient. D'autres mâles s'affrontent. Le ciel du désert se remplit de duels aériens. Certains plongent contre d'autres, leurs becs s'entrechoquant dans l'air. Une poursuite furieuse s'ensuit, tournante et se tordant, les ailes clignotant comme des lames. Territoire, exhibition, domination, tout se joue dans les airs. Le prix ? La faveur d'une femme célibataire. Il boit de fleur en fleur, s'arrêtant par à-coups de vol suspendu. Quand il décide, le vainqueur le sait. La cour se transforme en une brève union. Le cycle recommence. Bientôt, elle construit un nid. Rien que pour elle. Il est délicat et petit. Elle le tisse avec de la soie d'araignée, l'étend autour de brindilles et l'ancre à une branche. Des morceaux de lichen et d'écorce le dissimulent, le camouflant des prédateurs.
Un berceau pas plus grand qu'une noix. Il pond des œufs à l'intérieur, blancs, lisses, de la taille d'un petit pois. Jour après jour, elle prend soin d'eux. Le mâle est parti. Elle les élève seule. Les poussins naissent, aveugles et nus. Leurs cris s'élèvent, faibles et constants. Leur mère répond. Elle les nourrit de nectar et d'insectes. Elle court de fleur en fleur, cueillant des agaves, des ocotillos, des fleurs de cactus et d'autres choses. Les jours passent. Les poussins grandissent. Leur duvet apparaît. Leurs yeux s'ouvrent. Bientôt, leur bec s'allonge, fin et pointu, en forme de fleur. Pourtant, ils ne peuvent pas encore voler. Lorsque leurs plumes se déploient sur leurs ailes et que leurs muscles se renforcent, les jeunes s'étirent, volettent et testent. Un par un, ils se lèvent. Premier saut court, puis des rafales plus longues, jusqu'à ce qu'enfin, ils flottent. Du sud, alors que le printemps avance rapidement, un petit voyageur revient. Grise dessus, jaune délavé dessous, la paruline de Colima, l'Eiotlipis chrysalis, arbore une couleur modeste, mais un chant vibrant. Elle hivernait dans les hautes terres du Mexique. Aujourd'hui, alors que le désert fleurit en contrebas, elle grimpe vers ces forêts plus fraîches pour se reproduire. Le voyage est long, 1000 kilomètres de montagnes et de vallées. Mais l'instinct le guide vers le nord, année après année, vers cet étroit refuge. C'est seulement ici, à Chizos, qu'il niche aux États-Unis. À l'aube, le mâle arrive. Il se perche sur une branche sous les chênes. Puis, il chante sur son territoire. D'autres mâles lui répondent. Un chœur se répand sur les collines. Les voix s'élèvent, se chevauchent, rivalisent. Chaque fauvette défend son territoire avec du son. La femelle écoute. Le choix vous appartient. Et quand elle choisit, le couple commence. Ensemble, ils cherchent. Pas en haut des branches, mais près du sol. La femelle fouille sous l'herbe, scrute les pierres et contourne les troncs tombés. Finalement, elle trouve un abri, un enchevêtrement de racines de chêne près d'une berge ombragée. Un creux dans le sol, caché et donc en sécurité. C'est ici qu'il est construit. Les brins d'herbe sont transportés un à un. Des feuilles sèches sont disposées en couches, formant des arcs précis. Une doublure de poils fins et de fibres douces. Le nid grandit, arrondi, douillet, invisible sous les racines. À l'intérieur, elle dépose sa couvée, de petits ovales, pâles et tachetés. Le mâle monte la garde et chante. Tout intrus provoque la persécution. La femelle couve. Elle se perche, accroupie, réchauffant ses œufs de son corps. Les heures s'écoulent en silence, seulement interrompues par de brèves incursions à la recherche de nourriture. Insectes cueillis sur les feuilles. Petites araignées arrachées à l'écorce, chenilles détachées des brindilles. Quelques jours plus tard, les obus se brisent. Les petits becs percent. Les poussins émergent, aveugles, sans plumes, frissonnants. Ils s'ouvrent vers le haut, la bouche ouverte. Les parents répondent. D'un endroit à l'autre, ils cherchent de la nourriture. Au printemps, la forêt grouille d'insectes. Les chenilles se suspendent aux nouvelles feuilles. Les coléoptères rampent le long des branches. Les papillons de nuit voltigent à l'ombre. Ils les capturent, les transportent et les ramènent au nid. Les oisillons grandissent vite. Le duvet s'étend sur leur dos. Leurs yeux s'ouvrent dans la faible lumière sous les racines du chêne. Pourtant, ils appellent sans cesse. Les parents travaillent sans relâche. De l'aube au crépuscule, ils chassent, nourrissent et nettoient. Le danger est constant. Des serpents rôdent dans les sous-bois. Les geais observent d'en haut. Au fil des semaines, les poussins deviennent plus forts. Les plumes se déploient, les ailes s'allongent. Ils rampent sur le bord du nid, testant leur équilibre, s'entraînant à battre des ailes. Finalement, l'un d'eux sautille. Un bref battement d'ailes jusqu'au sol, puis un autre. Le nid se vide. Les oisillons se dispersent alors, sautillant à travers la litière de feuilles mortes, voltant vers les branches basses. Mais ils dépendent toujours. Leurs parents les guident, les nourrissent et leur apprennent où se cachent les insectes, quand voler et quand se taire. Bientôt, eux aussi monteront dans la canopée. Cependant, à la fin de l'été, les parulines disparaîtront vers le sud, retour aux montagnes du Mexique. Pour l'instant, cependant, l'air est animé par sa musique. En contrebas, au sol, parmi les rochers, le mouvement est perceptible. Le fouet à queue, Masticophis flagellum, possède un muscle de près de 2 mètres de long, dont le motif rappelle celui du cuir tressé. Pâle à la queue, plus foncé vers la tête, rapide, alerte, s'immobilise. La lumière du soleil se répand sur ses écailles, la chaleur s'infiltre,
Le corps s'agite, le sang s'emballe, il reprend des forces. Pendant des mois, il est resté caché. Les nuits froides l'ont maintenu léthargique. Maintenant, avec la chaleur du printemps, il émerge. Sa tête se lève, ses yeux scrutent. Il glisse en avant, doucement, silencieusement. Chaque côte pousse, chaque écaille se contracte. Les lézards se déplacent parmi les rochers. Un fouet est lancé à travers l'arène. Un lézard en gros plan s'accroche à l'écorce, son corps rigide et ses yeux perçants. Le serpent se fige. Puis, une lente progression. Seul le léger mouvement de ses écailles trahit son passage. Plus près encore. Le lézard s'agite, sentant le danger. Mais c'est trop tard. L'attaque. Un mouvement brusque, plus rapide que l'œil ne peut suivre. Le serpent s'accroche. Le lézard s'agite en agitant sa queue. Les muscles s'enroulent autour, pressant, retenant. Le combat se termine rapidement. Le fouet l'engloutit tout entier. Ses mâchoires s'étirent, son crâne se contracte. Le repas glisse, formant une masse compacte dans son corps élancé. Bientôt, il disparaît parmi les spirales, carburant pour sa vitesse. Il escalade rochers, corniches et buissons. Agile, infatigable, il chasse partout où se cache sa proie. Peu de créatures égalent sa vitesse. Alors que la chaleur de l'après-midi s'intensifie, le fouet à queue cherche l'ombre. Sous un mesquite, il s'enroule librement, son corps dissimulé parmi les racines. Sa respiration ralentit, ses muscles se reposent. Tel est son cycle. Chasse, se nourrit, disparaît. Le soleil lui donne de la force. L'ombre lui offre un abri. Quand un nouveau jour se lève, quelque chose bouge. Une guêpe géante, 5 cm de long. Corps bleu métallique, ailes orange vif, la guêpe tarentule, Pepsis grossa. Elle volette, explorant. Ses antennes frémissent, son regard fixe le mouvement en contrebas. Quelque part dans ce labyrinthe de terriers, un chasseur attend son chasseur. La tarentule. La guêpe atterrit, d'un pas lent, ailes repliées. Ses antennes balayent le sol à la recherche de quelque chose. Elle reconnaît les signes, la fine toile tendue à l'entrée d'un terrier, le délicat frémissement de la soie sous ses pattes. La guêpe tambourine sur le sol. Frappez, attendez, frappez à nouveau. Au plus profond d'elle-même, la tarentule détecte la proie qui se trouve au-dessus. L'araignée émerge, ses pattes velues se dressent. Ses crocs brillent, un prédateur en embuscade, attiré par la lumière du jour. Les deux s'affrontent. La tarentule bondit, la guêpe prend son envol. Elle plonge, elle tourne, elle décrit des cercles, encore et encore. L'araignée attaque, mais la guêpe est plus rapide. Alors, contactez-nous. La guêpe se jette sur elle. Ses pattes la grippent, son abdomen se contracte. Un dard semblable à une aiguille s'enfonce profondément. L'araignée convulse. Ses crocs serrent l'air, ses muscles se tendent puis se crispent. Quelques secondes plus tard, immobilité. Elle n'est pas morte mais paralysée. La guêpe tire, traîne, l'araignée pèse lourd, ses pattes sont molles, son corps pèse bien plus qu'elle. Mais la guêpe persiste, pousse après pousse, à travers le sable, entre les pierres, vers le terrier qu'elle a choisi. Elle travaille avec une force étonnante. Il atteint enfin le nid, une cavité creusée dans le sol. La tarentule y est placée. Elle y pond un seul œuf dans l'abdomen de l'araignée. Puis elle scelle le terrier. La guêpe s'envole. Sa tâche est accomplie. Sous terre, l'histoire continue. L'œuf est clos. Une larve émerge. Elle creuse un trou dans le corps de l'araignée. Elle commence à se nourrir mais évite les organes vitaux. L'araignée reste en vie. Les jours passent. Ses muscles se contractent. Ses crocs bougent, inutilement. Morceau par morceau, la larve dévore son hôte. Au final, il ne reste que la coquille. À l'intérieur, la larve se transforme. La nymphe durcit, le temps passe. Puis, une nouvelle guêpe est libérée. Le cycle recommence. Au-dessus du sol, les adultes volent sous un soleil de plomb. Les mâles patrouillent les fleurs, butinant le nectar et se disputant les perchoirs. La morsure de la tarentule est l'une des plus douloureuses du monde des insectes. Elle est immédiate, aveuglante, violente et invalidante. Peu osent défier cette guêpe. Pendant ce temps, le désert durcit sous le soleil. À partir de juin, la vie ne pourra plus y continuer longtemps. Les animaux se retirent, au fond des canyons, en haut des montagnes, partout où il y a de l'ombre et de l'eau. Les nuages tourbillonnent à l'horizon, sombres, denses, lourds de pluie. L'après-midi apporte la fureur. Les éclairs jaillissent. Le tonnerre gronde.
La mousson arrive avec une violence soudaine. Les torrents creusent des ravins. Les ruisseaux asséchés deviennent des rivières. Dans l'abri surélevé du bassin de Chisos, une ours noire, Ursus americanus, apparaît. C'est une femelle au corps massif et à la fourrure épaisse. 2 oursons se dandinent à ses côtés. Nés il y a quelques mois seulement, ils sont encore en apprentissage. La mer sent l'air. Une légère douceur flotte parmi les pins. Des baies de genièvre mûrissent sous la chaleur. Elle avance lentement, se balançant avec une grâce surprenante. Les oursons la suivent. Elle s'arrête dans un fourré. Le museau baissé, elle tire sur les branches chargées de fruits. Une rafale de baies se disperse sur le sol. Les chiots arrivent en courant, reniflant et mordillant. L'été est une fenêtre fugace. Il doit manger constamment des dizaines de milliers de calories pour nourrir son corps et celui des autres. Sa quête continue. Il passe des baies aux scarabées, une bûche pourrie. Il la fait rouler d'un seul mouvement de ses énormes griffes. Ci-dessous, un groupe d'insectes se tord dans la lumière. Elle les dévore. Une bouchée rapide de protéines. Les oursons s'approchent, curieux. L'un d'eux frappe maladroitement les formes rampantes, puis mord un scarabée. L'autre grimpe au tronc en titubant, s'accrochant à ses petites griffes. Leur mère les laisse jouer. C'est ainsi qu'ils apprennent. Un bruit attire leur attention. Les chiots sentent sa tension et se blottissent contre elle. Mais ce n'est rien. Juste un oiseau défendant son nid. Il se détend. Plus tard, la chaleur monte. Les cigales bourdonnent dans les arbres. La mère guide son petit vers un ruisseau qui traverse le bassin. Une eau cristalline coule des hautes falaises. Il baisse le museau et boit abondamment. Les chiots imitent. Revigorés, ils errent le long du rivage. Un petit escalade un chêne bas, ses griffes s'enfoncent dans l'écorce. Ses muscles se tendent. Lentement, il grimpe plus haut. À 3 mètres, il s'arrête. Il regarde en bas. Puis, il remonte. La mère observe, silencieuse. Les petits doivent grimper pour échapper aux prédateurs. Le frère au sol gazouillait, sans cesse. Elle la suit, grimpant sur le même tronc. Bientôt, ils sont tous deux perchés, maladroits mais fiers, sur le sol de la forêt. La truie continue son chemin. Avec un grognement, elle les appelle. Ils descendent, raclant l'écorce, glissant les derniers mètres sur un torrent de fourrure. Pour les chiots, le jeu est un exercice. En luttant dans l'herbe, ils testent leur force. En courant à travers les sous-bois, ils perfectionnent leur vitesse. Mais le danger guette. Un puma rôde sur ses pentes, silencieux, patient, parfaitement camouflé. La laie le sait. Elle lève souvent le museau, reniflant le vent à la recherche d'une odeur. Elle doit assurer la sécurité de ses petits. Leur survie dépend de sa vigilance. Lorsque les tempêtes arrivent, les ours s'abritent sous des surplombs rocheux. Les petits se blottissent contre son ventre à l'abri du froid. Quelques heures plus tard, la tempête se dissipe. L'air sent le pin et la terre humide. La forêt s'anime. Les insectes volent dans les nuages. Les grenouilles coassent dans les ruisseaux. Les fleurs s'épanouissent avec un éclat soudain. Pendant un bref instant, les montagnes explosent de couleurs et de nourriture. Et ainsi, les ours prospèrent. Mais le temps passe toujours. À la fin de l'été, l'abondance commence à diminuer. La truie s'agite, sa recherche de nourriture devient urgente. Elle mange sans cesse, se déplaçant des fourrés aux prairies, retournant les pierres, débroussaillant les buissons. Elle accumule de la graisse. Les petits sont aussi plus grands maintenant, plus forts, plus audacieux. Ils grimpent plus haut, courent plus vite, explorent plus loin. Pourtant, ils ne s'éloignent jamais trop. Au crépuscule, la famille s'installe sous les genévriers. La truie est allongée sur le sol frais. Les petits se blottissent contre elle, en sécurité en sa présence. Demain, le cycle recommence. Le désert en contrebas est peut-être aride, mais ici, tout là-haut, une ours noire et ses oursons avancent à grands pas, soutenus par les bienfaits éphémères de l'été. À l'arrivée de l'hiver, ces bienfaits s'estomperont et la mer mènera ses oursons vers des tanières rocheuses. Là, ils se retireront dans le calme de l'hibernation jusqu'au printemps. Pour l'instant, la chaleur persiste. À l'aube, la forêt s'éveille. Un chant aigu brise le silence. Puis un autre. L'épi du Mexique, Aphelocoma volveberi, se réveillent. Leurs ailes bleues scintillent parmi les branches. Leurs voix s'élèvent en chœur. Une volée se rassemble dans les hautes branches. Plus d'une douzaine d'oiseaux. Ils voyagent,
se nourrissent et prennent soin ensemble. Un adulte fond sur le sol de la forêt. Il fouille un tronc d'arbre à la recherche de scarabées. D'un coup de bec sec, il en trouve un. Le scarabée se tortille, mais le geille le fait taire d'une attaque rapide. Puis, au lieu de manger, il saute vers un poussin tout proche. Le poussin bat des ailes en suppliant. L'adulte laisse tomber la nourriture dans le bec ouvert. Tout là-haut, un autre geille trouve une pomme de pin encore chargée de graines. Il tire, tourne, tire jusqu'à ce qu'elle se détache. L'oiseau vole vers une branche où deux jeunes l'attendent. Ils se blottissent l'un contre l'autre, picorant les bords de la pomme. L'adulte l'observe en appelant doucement. Lorsqu'un faucon tourne au-dessus de nos têtes, une alarme aiguë retentit dans toute la volée. Ils fondent sur eux-mêmes et disparaissent dans le feuillage. Le silence s'installe. Le faucon plane, serre vide. Lentement, le bavardage reprend. Les jets réapparaissent, plumes lissées et les nerfs apaisés. Cette vigilance constante les maintient en vie. Les poussins deviennent agités. Apprendre à voler est dangereux, mais essentiel. À mesure que le jour se réchauffe, le clan s'enfonce dans le bassin. Ils voyagent en vagues lâches, sautant, glissant, toujours visibles. Dans une clairière ensoleillée, le groupe descend. Des fourmis grouillent au sol. Les jets attaquent rapidement, ramassant des morceaux. Une fois de plus, la nourriture est partagée. Un frère aîné nourrit un poussin qui n'est pas le sien. Les forts soutiennent les faibles. Les nuages de l'après-midi s'amoncellent. Le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronde dans les montagnes. Les jets sentent le changement. Leurs cris deviennent plus aigus, plus pressants. La pluie commence à tomber à grosses gouttes, puis à torrents. La volée se blottit sous les épaisses branches de pin, plumes luisantes et queues rentrées. L'orage passe vite, comme c'est souvent le cas en été. Les jets reprennent leur quête, volant bas pour attraper les sauterelles encore endormies par la pluie. Les poussins se poursuivent à travers les branches, transformant le jeu en exercice, l'exercice en habileté. À l'approche du crépuscule, les chants s'atténuent. Le clan se rassemble dans un grand pin, les ailes repliées et les voix silencieuses. Un à un, ils s'installent dans l'ombre. Demain apportera plus de leçons, plus de nourriture et plus de dangers. Lithobates Berlandieri s'éveille de ses terriers. Le sol humide s'ameublit, les branches s'élèvent. Une à une, elles émergent. Leurs corps élancés, olives et bruns, sont tachetés de taches sombres. Leurs yeux dorés brillent dans la faible lumière de l'orage. Pendant des mois, ils ont attendu sous terre. Maintenant, les pluies sont de retour. L'air nocturne vibre au son. Les mâles se positionnent au bord du bassin. Leurs gorges se gonflent comme des ballons. Puis le chœur commence. Des croassements profonds et sonores résonnent dans le canyon. Plus le cri est fort, plus la grenouille est puissante. Les femelles s'approchent, attirées par le bruit. Ils observent les chanteurs, jugent leur vigueur. Finalement, ils prennent des décisions. Les couples se forment en eau peu profonde. Les mâles se serrent l'un contre l'autre en amplexus, se tenant fermement tandis que les femelles pondent des chapelets d'œufs dans le bassin. Des centaines à la fois, de minuscules points noirs enrobés de gelée. La fécondation est externe et rapide. Les piscines, bien que temporaires, se remplissent bientôt de vie. Les œufs éclosent en quelques jours. Les têtards émergent, remuant constamment la queue. Ils se rassemblent en bancs denses, se nourrissant d'algues et de détritus. Leur monde est riche pour l'instant, mais fragile. Le soleil du désert est implacable. Chaque jour raccourcit leur durée de vie. Si elles ne sont pas transformées rapidement, les piscines disparaîtront. Ensuite, il y a les prédateurs. Les larves de libellules attaquent avec leurs mâchoires claquantes, renversant les imprudents. Les oiseaux fondent à l'aube, arrachant les têtards des eaux peu profondes. Même d'autres grenouilles se joignent au festin. Pourtant, les têtards grandissent, leurs membres poussent, leurs queues rapetissent, les poumons remplacent les branchies. Un à un, ils sortent de l'eau, transformés. De petites grenouilles se dispersent dans l'herbe, se fondant dans la terre marbrée. Chacune a à peine la taille d'un pouce. Celles qui restent risquent d'assécher l'étang. Des fissures se creusent dans la boue. L'eau se condense en poches sombres, de plus en plus petites. Mais les plus chanceuses survivent. Ils se fondent dans la végétation, se nourrissent d'insectes et se cachent des serpents. La nuit, ils retournent sur les rives humides des derniers cours d'eau, chassant les papillons attirés par le clair de lune. Les pluies s'estomperont. La chaleur reviendra.
Les grenouilles se retireront à nouveau, s'enfouissant profondément, attendant silencieusement que la longue sécheresse passe. Des semaines, des mois, peut-être plus, mais quand la prochaine tempête viendra, ils se relèveront. Pour l'instant, le soleil se cache derrière les montagnes du désert. Sur les falaises se déploie un battement d'ailes. Les chauves-souris à queue libre du Mexique, Tadarida brasiliensis, surgissent dans l'obscurité. Des millions d'entre elles se déversent, se tordent, se courbent, se précipitent. Chaque chauve-souris est minuscule, à peine plus longue qu'une main. Pourtant, ensemble, elles se déplacent comme une seule personne. Leur vitesse est stupéfiante. En vol horizontal, ils peuvent atteindre près de 100 km par heure. Ils chassent à la volée, les papillons de nuit surgissent des prairies. Les coléoptères se dispersent. Les cris des chauves-souris, inaudibles pour les humains, résonnent dans l'air. Leurs cris aigus rebondissent sur leur proie, emplissant la nuit de leurs sons. Avec une précision instantanée, elles ajustent leur trajectoire. Elles ouvrent la bouche, les insectes disparaissent en plein vol. Chaque chauve-souris en consomme des centaines en une seule nuit. Ensemble, ils dévorent des milliers de tonnes. De retour dans la grotte, l'air est chargé de bruit. Dans l'obscurité, les mères ont abandonné leurs petits. Des dizaines de milliers d'entre eux s'accrochent au plafond de la grotte, isolats, aveugles. Blottis les uns contre les autres, elles contre elles. Les mères doivent retrouver leurs propres petits dans cette mer de voix. Ils reviennent par vagues, le ventre plein de lait. Au milieu du cœur assourdissant, chaque mère entend la faible note qu'elle recherche. L'appel de votre chiot, une voix parmi des milliers. Il atterrit, rampant sur les corps, utilisant le toucher et l'odorat pour confirmer. Enfin, il le trouve. Le petit s'étire vers le haut, affamé, insistant. Le lait coule à flot. Bientôt, le petit aura de la fourrure déploiera ses ailes et se joindra à l'exode vertigineux vers le crépuscule. Pour l'instant, attendez dans la sécurité de la grotte, protégé par les numéros. Mais le danger se cache à l'extérieur. Sur les falaises, les prédateurs attendent. Les faucons patrouillent le ciel du soir, traquant les retardataires. En contrebas, des serpents s'enroulent à l'entrée de la grotte, attaquant les oiseaux volant à basse altitude. Des chasseurs encore plus imposants arrivent la nuit. Les hiboux planent souvent parmi les groupes de chauves-souris, leurs serres flamboyantes. Chaque crépuscule est une épreuve de survie. Pourtant, la colonie perdure. À l'aube, la grotte s'emplit de vie. L'air devient lourd de chaleur et de l'odeur de tant de corps. Les chauves-souris replient leurs ailes, se suspendent la tête à l'envers et attendent la tombée de la nuit. À mesure que l'été passe, le cycle se répète, chasser, nourrir, revenir, trouver les petits, nourrir à nouveau. Petit à petit, les jeunes deviennent plus forts. Ils effectueront bientôt leur premier vol. Pendant ce temps, au fond du canyon, un ruisseau scintille aux premières lueurs. Des cerfs s'approchent lentement de l'eau. Prudents, hésitants, les oreilles qui frémissent. Ils viennent boire. Tout là-haut, invisible, un puma concolore, attend. Il est accroupi contre le rocher. Sa fourrure fauve se fond avec la pierre. Seuls leurs yeux bougent, grands, jaunes, fixés sur les cerfs en contrebas. Ils respirent silencieusement. Leurs muscles se tendent sous leur peau. Les cerfs baissent la tête. L'eau fraîche ondule sur leur museau. Une biche se tient au bord, à un pas du troupeau. Le lion descend du rebord, se fond dans l'ombre et glisse entre les rochers et les sous-bois. La distance est raccourcie. Il attend à nouveau. La biche lève la tête et remue les oreilles. Elle sent quelque chose. Le lion se fige. Les secondes passent, un oiseau chante. La biche s'accroupit à nouveau. Le lion sort de sa cachette. Le cerf s'envole, mais le chat est plus rapide. En un instant, c'était fini. Elle se nourrit rapidement. La proie ne survivra pas longtemps. Les coyotes patrouillent dans le canyon. Les corbeaux tournent au-dessus de leur tête. Les ours pourraient même arriver. Ils traînent la carcasse vers un abri, muscles tendus et dents serrées. Ils trouvent de l'ombre sous un genévrier et recommencent. Au loin, sur la paroi du canyon, ces petits attendent. Cachés dans une tanière rocheuse, leur pelage est pâle et tacheté. Leurs yeux sont bleus, encore nouveaux au monde. Ils gémissent doucement, affamés. Aveuglés par la chasse de leur mère, ils dépendent entièrement de son retour. La tanière les protège des aigles et des coyotes, au moins pour l'instant. La mère revient.
Elles se laissent tomber au sol et se glissent dans l'étroite ouverture de la tanière. Les petits se précipitent en poussant des cris aigus. Elle s'accroupit, les câline et caresse leur fourrure avec sa langue. Ses petites griffes lui grattent le ventre. Elle s'allonge tandis que le lait coule à flot et il mange. Quand ils sont rassasiés, ils trébuchent sur le sol en pierre, maladroitement sur leurs jambes faibles. L'un se jette sur l'autre. Le jeu commence. La mère se repose, mais ne dort jamais complètement. Ses oreilles frémissent au moindre bruit, le cri d'un corbeau, le grincement d'une pierre. Le danger n'est jamais loin. La nuit, elle ressort, se faufilant dans l'obscurité pour chasser. Parfois, elle rate sa cible. Un lapin s'enfuit, un cerf l'entend approcher. Les heures passent sans rien gagner. Les chiots deviennent agités en votre absence. Quand les proies se font rares, elle pousse plus fort. Son territoire s'étend sur des kilomètres. C'est son territoire, mais elle n'est pas seule. Un autre lion peut rôder dans les environs. Ils se rencontrent rarement, mais quand ils le font, la bataille est acharnée. Chaque félin défend son territoire. Chaque combat comporte un risque de blessure, et dans cette nature sauvage, une blessure peut être mortelle. Elle évite les traces olfactives des autres et se dirige vers les collines. Elle avance silencieusement le long de la pente, odorant. Un lièvre se fige dans les sous-bois, il s'arrête, il s'accroupit, ses muscles se tendent à nouveau. Puis, une poussée de vitesse. Le lièvre fonce à gauche, puis à droite, mais elle frappe fort. Un bond, un coup, une nouvelle mort. Petit, mais suffisant. Elle nourrit et ramène ensuite ce qui reste à la tanière. Ces petits grandissent. Leur fourrure s'assombrit, leurs taches s'estompent, leurs yeux s'aiguisent. Bientôt, le lait ne suffira plus. Elle leur apporte de la viande, la découpant pour qu'ils puissent la mâcher. Au début, c'est difficile. Mais ils apprennent, grandissent, et leurs dents s'aiguisent à force de s'exercer. Les semaines passent. Les chiots la suivent maintenant depuis la tanière. Des pas hésitants au fond du canyon. Ils s'accrochent à elle, apprenant chacun de ses mouvements. Elle s'arrête, écoute, et ils l'imitent. Elle s'accroupit et ils s'écroulent à ses côtés. Elle avance dans les sous-bois et ils trébuchent derrière elle. Le danger rôde. Les coyotes observent depuis les crêtes. Un petit s'éloigne trop, poursuivant un lézard. Les coyotes se rapprochent. La mère se retourne, grognant, fouettant de la queue. Elle charge. Son rugissement déchire l'air. Les coyotes se dispersent. Le petit court se met à l'abri. Maintenant, les chiots connaissent le canyon. Ils deviennent plus forts chaque jour. Mais son temps avec elle n'est pas infini. Il les chassera bientôt. Chacun doit alors tracer son propre chemin et revendiquer son propre territoire. Au fil des saisons, le désert se rafraîchit. Les pluies ont cessé. Les prairies s'élèvent vertes et fraîches, purifiées par la mousson qui se retire. Le ciel s'anime. C'est l'automne, et la migration colore l'horizon. Avec la brise faible, un éclair orange capte la lumière. Puis un autre, et un autre. Bientôt, le ciel sera vivant et plein d'ailes. Les papillons monarques, Danaus plexippus, planent vers le sud. Ils sont venus d'aussi loin que le Canada. Traversant maintenant le sud-ouest des États-Unis, ils se dirigent vers les montagnes du centre du Mexique. Une prairie au milieu des prairies désertiques constitue leur escale. Ici, l'asclépiade pousse en touffes dispersées. Les papillons descendent. Leurs ailes oranges se replient et s'ouvrent au soleil. Ils boivent abondamment, sondant de leurs fines trompes. Le nectar nourrit leur vol. Certains s'arrêtent pour s'accoupler, perchés sur des tiges ondulant au vent. Il leur reste peu de temps. Bientôt, ils devront partir. Mais même dans ce bref répit, le danger rôde. Parfaitement immobile sur une tige d'asclépiade, une mante religieuse attend. Ses pattes avant, semblables à des faux, sont dressées. Un monarque se pose à portée. Aussitôt, le prédateur attaque. Le papillon se débat, battant des ailes en vain. La mante religieuse dévore méthodiquement sa proie. Pourtant, l'essaim continue d'avancer. Pour chaque personne perdue, des milliers d'autres s'élèvent dans les airs. Les monarques voyagent le jour, profitant des courants thermiques qui s'élèvent au-dessus du sol du désert. Ils économisent leur énergie en planant autant que possible. La nuit, ils se perchent en groupe, s'accrochant aux branches de mesquite et de chêne. Leur poids fait plier les rameaux. Le soleil du matin les réchauffe à nouveau et le voyage reprend.
Cette génération ne connaîtra jamais sa fin. Les monarques ne vivent que quelques semaines en été. Mais la grande migration vers le sud appartient à une génération particulière. Née à la fin de l'été, elle est dotée d'une constitution robuste. Elle peut vivre 8 fois plus longtemps que ses parents, assez long pour atteindre les forêts de sapins du Mexique. Là, des millions d'entre eux se rassemblent en colonies denses pour passer l'hiver. De retour dans les prairies, le spectacle continue. La marée orange se déplace vers le sud, brillant sur le ciel bleu. Cependant, les défis s'accroissent. Les papillons ont besoin de l'asclépiade pour se reproduire. Les champs qui en regorgeaient autrefois disparaissent, labourés pour les cultures ou détruits par les herbicides. Les pesticides ont aussi leurs conséquences. Et le réchauffement climatique perturbe le délicat calendrier de leur passage. Les tempêtes déferlent avec une violence soudaine. La sécheresse flétrit les aires de nourrissage. Le voyage devient de plus en plus périlleux. Pourtant, la résilience transparaît dans chaque battement d'aile. Un monarque se pose sur un tournesol, sirotant son nectar avant de reprendre son envol. Un autre trouve refuge à l'ombre d'un mesquite. Ensemble, ils avancent, suivant un chemin ancestral gravé dans leur être, une boussole sans carte. À la tombée de la nuit, les monarques regagnent leurs abris, leurs lanternes orange accrochées aux feuilles vertes. Demain, ils s'élèveront et s'envoleront vers le sud. Pour l'instant, l'automne persiste. Au-dessus, une ombre virevolte. Un aigle royal, Aquila chrysétos, surfe sur les courants thermiques. Ses ailes, d'une envergure de plus de 2 mètres, sont larges et stables, captant chaque courant. L'oiseau bat à peine des ailes, l'air le soulève, l'aigle prend son envol. Tout en bas, un lièvre broute parmi les armoises. Ses oreilles frémissent, le vent ne porte aucun bruit de danger. Mais l'aigle voit tout. Même à 300 mètres, il perçoit le mouvement d'une oreille, le bruissement de sa fourrure. Le chasseur baisse les ailes et commence à voler en cercle plus serré. Puis l'aigle replie ses ailes et plonge. À la dernière seconde, le lièvre bondit. Mais ses serres frappent avec une force écrasante. Le cri du lapin est bref. L'aigle s'envole à nouveau, le poids de sa proie suspendu au-dessus de lui. Il atterrit sur une butte et se nourrit, déchirant la chair de son bec crochu. Rien n'est perdu. Cette terre appartient à l'aigle royal. Plaines ouvertes, collines ondulantes et canyons désertiques sont son domaine. Ici, il règne en maître dans les cieux. Son régime alimentaire est varié, écureuils terrestres, chiens de prairie, serpents et même renards. Il les attrape tous. Mais les lièvres sont sa proie. Non loin de là, un deuxième aigle apparaît. Plus petit, plus clair, avec des taches blanches tachetées sur ses ailes, un mineur. Né au printemps, maintenant presque adulte. Il suit l'adulte, imitant chacun de ses mouvements. Le jeune oiseau est encore en apprentissage. Son vol est moins assuré. Son piqué est maladroit. Il plonge dans l'ombre, dans les herbes folles qui s'étendent sur la plaine. L'échec est un apprentissage. Chaque erreur est une leçon. Chaque tentative apporte de la compétence. L'adulte s'élève à nouveau sur une colonne d'air chaud. Les jeunes, ailes déployées, s'élèvent toujours plus haut. De cette hauteur, la plaine entière se dévoile. C'est ainsi que les jeunes aigles apprennent. Ils observent, ils suivent, ils répètent. La vie ici n'est pas facile. La proie est prudente. Les coyotes rôdent, se disputant les mêmes lapins. Les corbeaux harcèlent les aigles, fondant sur eux en piqué pour tenter de les effrayer et de les éloigner d'une carcasse. Les aigles restent sur place. Leur taille, leur force et leur puissance leur confèrent une domination. Pourtant, chaque jour demande des efforts. Le jeune aigle fond à nouveau. Un écureuil terrestre plonge dans son terrier. Le jeune se lève trop tard, déployant vigoureusement ses ailes. Il s'envole, les serres vides. L'adulte qui l'observe d'en haut ne perd pas de temps. Il s'accroupit, attaque et réussit. À mesure que l'automne avance, les courants thermiques s'affaiblissent. L'air plus froid rend le vol plané difficile. Bientôt, la nourriture se fera rare. De nombreux aigles migrent vers le sud, suivant leur proie vers des terres plus chaudes. D'autres restent et survivent à l'hiver. Les couples restent ensemble toute leur vie, défendant de vastes territoires qui s'étendent sur des kilomètres. Les nids sont d'énormes plateformes de bâtons et reposent sur des falaises ou de grands pins. Ils sont utilisés année après année et réparés à chaque saison. Au crépuscule, le vent tomba. Les aigles perchés sur une haute crête se découpèrent sur la lumière déclinante. L'adulte se lissait les plumes, essuyant le sang de ses plumes.
Le juvénile se reposait à proximité, la poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration laborieuse. Demain, nouvelle chasse. La prairie est paisible dans la fraîcheur de l'automne. Un troupeau de cerfs mulets, Odocoalus hemionus, broutent leurs grandes oreilles frétillantes, se retournant au moindre bruit. Parmi eux, biches et faons paissent prudemment, levant fréquemment la tête, prêts à fuir au premier signe de danger. Mais au bord de la clairière, 2 cerfs se tiennent à l'écart. Leurs corps sont musclés. Leurs bois ont atteint leur taille maximale pendant l'été. Chaque branche est affûtée par des semaines de frottement contre l'écorce. Chaque dent est acérée, prête au combat. La saison est arrivée. La compétition déterminera qui engendrera la prochaine génération. Ils s'approchent lentement, yeux retrouvés. Les sabots appuient doucement sur le sol. D'un bond soudain, leurs bois s'entrechoquent. Le son résonne à travers la prairie, aigu et violent. Ils poussent, se tordent et se tendent. Leurs muscles se tendent sous leur fourrure. Le troupeau observe. Les biches s'arrêtent de brouter, les oreilles dressées vers le choc. Les faons restent près de leur mère. Ce combat n'est pas pour tuer, mais pour montrer sa force, pour établir la domination. Le gagnant aura le droit de s'accoupler. Collés les uns aux autres, les mâles poussent de toute leur force. Leurs sabots creusent de profonds sillons dans le sol. L'un gagne du terrain, forçant l'autre à reculer. Le mâle, plus faible, se tortille, se libère et charge à nouveau. La bataille continue. Aucun des cerfs n'est prêt à abandonner. Finalement, le plus grand des cerfs pousse son rival en bas de la pente. D'une dernière poussée, il le repousse. Le cerf vaincu trébuche, baisse la tête et recule. Cependant, sa victoire n'est qu'une étape, pas une fin. D'autres défis pourraient survenir. À proximité, un jeune cerf observe ses bois sont petits, une simple fourche. Il les teste contre un jeune arbre, les tapotant, s'entraînant pour les années à venir. Son heure viendra. Pour l'instant, il attend, apprenant par imitation. La prairie elle-même offre bien plus qu'un simple champ de bataille. Les cerfs mulets prospèrent ici. Ils se nourrissent d'arbustes, d'herbes et de glands tombés au sol. Leurs sabots fendus leur permettent de se déplacer avec agilité sur les terrains accidentés et de battre en retraite rapidement à l'apparition des prédateurs. Les coyotes et les pumas patrouillent ces mêmes prairies, à l'affût du moindre point faible, guettant une opportunité. Alors que le crépuscule s'épaissit, le troupeau commence à se déplacer. Ils se glissent à l'ombre des arbres, où les ombres offrent un refuge contre la nuit. Le cerf victorieux reste en retrait, surveillant l'espace ouvert, s'assurant qu'aucun rival n'approche. Sa silhouette se détache sur le ciel ambré, ses bois se ramifiant comme une couronne. L'hiver va bientôt arriver. La nourriture sera rare, l'énergie sera précieuse. Le rut sape les forces, mais assure la survie des plus forts. Lorsque la neige recouvrira la prairie, le troupeau aura choisi ses chefs et une nouvelle vie sera déjà en marche. Les biches et les faons disparaissent parmi les arbres. Le dollar continue. À l'aube, la vallée de la rivière reste calme. La brume s'élève des eaux calmes. Le long de ses rives, de vieux peupliers étendent leurs branches vers le ciel. Sur les plus hautes branches, des vautours, cathartes, ora, planent par dizaines. Ailes serrées et tête baissée, ils attendent le lever du soleil. La lumière se lève à l'horizon. Un oiseau se déplace, déployant ses ailes. Ses plumes captent la chaleur, l'absorbant après le froid de la nuit. D'autres suivent, silhouettes aux ailes déployées, formant un rassemblement de sentinelles silencieuses. Ainsi, ils se réchauffent, se sèchent et se préparent à l'envol. La colonie est un mélange de générations, des adultes à l'équilibre assuré et aux instincts très développés, et des jeunes, encore plus jeunes, agités, avides d'explorer l'air. D'un bond soudain, un adulte s'élance de la branche. Ailes ouvertes, vastes et sombres. Il vole en cercle, d'abord bas, puis plus haut, s'élevant en lente spirale. Les autres regardent. Il est suivi par un jeune homme, d'abord maladroit. En dessous, l'adulte glisse sans effort, bougeant à peine une plume. Le jeune oiseau a du mal à apprendre l'équilibre et la patience. D'autres vautours se joignent à eux. Un à un, ils s'élancent dans le ciel, encerclant les peupliers. Leurs silhouettes rapetissent dans la lumière matinale à mesure qu'ils s'élèvent. Ils rencontrent des courants thermiques, ces colonnes d'air chaud créées par le réchauffement du sol. Ils en profitent pour planer sans effort et voyager loin sans fatigue.
Les vautours sont des charognards. Leurs yeux scrutent de vastes distances. Leurs narines détectent la moindre trace de décomposition. Ils jouent un rôle essentiel de purificateur de la nature, éliminant la mort avant qu'elle ne propage la maladie. Et pour accomplir cette tâche, ils doivent voyager loin. À midi, le troupeau s'élève au-dessus des plaines. Il parcourt des kilomètres sans effort, battant à peine des ailes. Un jeune, autrefois maladroit, plane désormais avec assurance, suivant un aîné. L'enseignement a porté ses fruits. L'instinct et la pratique se combinent pour assurer la survie de la génération suivante. Au coucher du soleil, les vautours retournent à la rivière. Un à un, ils descendent, décrivant des cercles plus bas, ailes déployées, s'enfonçant plus profondément dans les trembles. La colonie se rassemble à nouveau. La nuit apporte la tranquillité. Le cycle recommencera à l'aube. Les adultes se lèveront, témoigneront et guideront. Les jeunes vont trébucher, puis s'améliorer. À présent, la nuit est tombée sur le désert. D'une étroite crevasse émerge un chat à queue annelée, Bassariscus astutus. Sa longue queue est rayée de noir et de blanc. Ses yeux ouverts brillent à la lumière des étoiles. Ses pattes silencieuses touchent le sol. Le chasseur commence sa patrouille. Derrière elle se trouve un kit. Ce soir, c'est une leçon. La mère se déplace rapidement sur les rochers. Elle grimpe sans hésitation, s'agrippant fermement à la pierre rugueuse. Son corps se courbe, agile, fluide comme l'eau. Le petit la suit, grimpant, glissant, puis se corrigeant. Il s'arrête sous un cactus imposant. Les épines brillent d'un éclat acéré, mais parmi eux des fruits mûrs pendent. Une touche de rouge sur le vert pâle. La mère tend la main et en cueille un. Elle l'ouvre avec ses dents acérées. La pulpe sucrée suinte, les graines se dispersent. Les jeunes observent, puis imitent, maladroits, mais apprenants. Mais le fruit n'est qu'une partie de la leçon. Le désert cache aussi des proies. La mère lève la tête, les oreilles dressées. Elle écoute. Le léger bruissement parmi les pierres. Un rongeur. Elle baisse le corps, les muscles tendus. Pas à pas, elle avance furtivement. La queue raide, le regard fixe. Puis, elle attaque. Le kit se fige puis saute en avant. Les yeux ouverts, il renifle sa proie. La mère ne mange pas. Elle laisse la friandise par terre. Elle encourage le petit à essayer. Le petit bondit, maladroitement. Le rongeur s'éclipse et disparaît sous un rocher. La mère attend. Silencieusement, sans gronder. Elle chasse à nouveau. Un autre rongeur. Une autre chance. Cette fois, il le relâche vivant et le chiot se lance à sa poursuite. Le petit chasseur bondit, griffes battantes, mâchoires claquant. Nouvel échec. Mais l'apprentissage vient ainsi. Il continue toute la nuit. Le couple se déplace parmi les rochers, comme des ombres dans les ombres. La mère escalade les falaises verticales avec aisance. Ses petits la suivent, la queue tendue comme un contrepoids, les pattes glissantes mais tenant bon. On entend au loin les cris des hiboux, un coyote aboie depuis la crête. Le danger guette partout, mais la mère est vigilante. Elle guide, protège et montre le chemin à travers des ravins sombres et des fourrés épineux. Le kit reste proche, copiant chaque mouvement. À minuit, le petit s'enhardit. Il bondit sur les insectes, chasse les ombres et court après sa propre queue rayée. Il joue, mais il s'entraîne aussi. Sa mère le permet. Enfin, la nuit commence à tomber. Le ciel à l'est s'illumine faiblement de l'aube. La mère ramène ses petits vers la crevasse. Leurs queues ondulent, leurs bannières rayées se fondent dans la pierre. Bientôt, le désert brûlera d'une chaleur torride. Il est temps de se reposer. La leçon n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais. Chaque nuit apportera de nouveaux défis, de nouvelles proies à traquer, de nouveaux dangers à éviter. Pour l'instant, le jeune rouge-queue se blottit à côté de sa mère dans le creux sombre du rocher. Bien sûr, chaud, épuisé. Demain soir, la chasse recommencera. Bientôt, l'automne cède à nouveau la place à l'hiver. Décembre arrive. Le désert devient froid. La chaleur se dissipe, laissant les pierres friables sous le pâle soleil hivernal. La végétation est clairsemée, brunâtre, avec des tiges sèches qui bruissent faiblement au vent. Les prairies autrefois animées sont silencieuses. Le rythme agité de l'été a disparu. La vie ralentit. Mais là-haut, le mouvement revient. Dans le ciel, des formes sombres se découpent sur l'horizon pâle. Les oiseaux migrateurs suivent un chemin ancestral, une route gravée non pas dans la terre, mais dans leur instinct. Le Rio Grande se déploie sous leurs pieds, les guidant vers le sud.
Les parulines arrivent les premières. De minuscules éclats de couleurs scintillent parmi les peupliers nus. Elles se nourrissent rapidement, explorant l'écorce à la recherche d'insectes cachés dans les crevasses. Agitées, elles ne restent jamais longtemps. Ils avancent vers le sud. Au-dessus d'eux, des corps plus grands se rassemblent. Oiseaux aquatiques, canards, oies et sarcelles descendent sur la rivière. Leurs cris résonnent dans l'air glacial. Les volets en V plongent et se déplacent, suivant les meneurs, puis échangent leur position, chaque oiseau conservant ses forces. Leurs ailes battent en rythme, fendant les courants du vent. La rivière est l'endroit où ils se reposent et se nourrissent avant de continuer leur chemin. Les oies des neiges apparaissent en grand nombre. Des nuages blancs se détachent sur le ciel bleu. Ils tourbillonnent, tournoient, puis retombent à l'unisson. L'eau ondule, remplie de corps, plongeant leur bec, tirant sur les tiges et les racines submergées. Leur présence transforme le silence en un chœur d'appel, des croassements qui s'entendent à des kilomètres. Mais même ici, leur séjour est temporaire. En quelques jours, ils sont de nouveau sur pied. Tout là-haut, les grues se joignent au cortège, ailes déployées, cou tendu vers l'avant, pattes pendantes. Leurs cris résonnent à travers le désert, bas et sonores, résonnant sur les falaises et les canyons. Les familles restent groupées, les poussins guidés par leurs parents. Les jeunes reviendront, année après année, en parcourant le même chemin invisible. Sur Terre, le désert écoute, toujours rare et en attente. Les prédateurs flairaient ces migrations pour saisir l'opportunité. Les coyotes surveillaient la berge, espérant repérer un oiseau traînard, un oiseau faible et trop lent pour suivre. Les rapaces s'attardaient dans le ciel, silhouettes sombres décrivant des cercles, l'œil en alerte, à la recherche d'une erreur parmi des milliers. Mais la plupart s'en sortent indemnes, protégés par des numéros. Le cycle recommence. L'éclair de vie du printemps est déjà passé. La chaleur estivale est partie. La récolte d'automne a été en baisse. L'hiver arrive. Les oiseaux connaissent ce rythme. La nuit, des silhouettes glissent devant la lune, d'interminables volutes d'ailes se dirigeant vers le sud. Certaines traverseront le Mexique, d'autres poursuivront leur route, atteignant l'Amérique centrale, voire l'Amérique du Sud. De vastes distances, mais toujours guidées par des rivières, des vallées et des points de repère. Pour les faucons, les coyotes et les cerfs, le désert devient encore plus calme. La nourriture est plus difficile à trouver. Les déplacements sont plus lents. Pourtant, cette saison aussi prendra fin. L'hiver n'est qu'une pause, un répit avant que la vie ne reprenne son cours. Le Rio Grande continue de couler. Le long de son cours, d'innombrables oiseaux tracent son parcours, comme ils le font depuis des millénaires. Le désert se repose, nu, en attente. Au-dessus, les ailes battent vers le sud, disparaissant à l'horizon, et ainsi le cycle recommence. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompent derrière les falaises, le renard gris, Urocion cinereo argenteus, s'éveille. Élégants, agiles et fantomatiques parmi les mesquites, leurs petits attendent, ils sont nétards, bien après les portées printanières d'autres prédateurs, mineurs, plus faibles, mais pas sans espoir. Le désert accorde peu de temps, mais elle fera en sorte que chaque instant compte. Ce soir, elle enseigne. La mère se faufile à travers les sous-bois. Les petits la suivent, d'abord trébuchants, maladroits dans l'obscurité. Le désert nocturne est bien vivant. Les souris croquent sous les cactus. Les insectes cliquettent dans la poussière. La légère odeur de lapin persiste dans la brise fraîche. Les oreilles du renard frémissent. Il porte ses petits jusqu'au peuplier près du ruisseau. Leurs branches sont basses et suffisamment épaisses pour grimper. Rares sont les renards qui tentent d'atteindre de telles hauteurs. Mais le renard gris est différent. C'est le seul renard d'Amérique du Nord à grimper. Elle s'arrête sous une branche basse, un bond. Ses griffes s'enfoncent dans l'écorce. D'un coup sec, il s'élève, son corps flottant avec aisance. Les chiots regardent. La leçon commence. Un chiot s'avance, tâtonnant le long du tronc. Il rampe, griffes grattant et retourne au sol. Il essaie encore une fois. Sa mère l'attend au sommet, le regard fixé sur lui. Finalement, ses pattes l'attrapent. Son corps s'accroche. Lentement, maladroitement, il grimpe. Les autres suivent, chacun luttant, chacun apprenant. Leurs griffes acérées s'enfoncent dans le bois. Leur queue se balance pour garder l'équilibre. Petit à petit, ils s'élèvent. Depuis les branches, la vue change.
Le désert s'étend à perte de vue sous leurs pieds. Pour les petits, cette nouvelle hauteur est à la fois synonyme de peur et de triomphe. La branche oscille doucement, mettant leur courage à l'épreuve. Ils s'accrochent plus fermement. Des prédateurs rôdent au sol, coyotes, lynx roux et même hiboux. Mais dans les arbres, le renard gris trouve refuge. Les chiots qui maîtrisent cette compétence vivront pour chasser une autre saison. Ils sautent dans les huttes pour échapper aux poursuites, se blottissent dans les creux pour se reposer et pillent les nids d'oiseaux à la recherche d'œufs et de poussins. La mère descend facilement, se laissant tomber tête la première comme un chat. Les jeunes tentent de faire de même. Certains tombent, rebondissant indemnes dans la poussière. Elle leur donne un petit coup de pouce pour se lever. La chasse reprend. Un murmure sous les sous-bois, elle se fige. Ses oreilles s'aplatissent. Soudain, elle bondit. Elle s'abat sur un ras des bois. Ses mâchoires se referment brusquement. Une proie rapide. Elle laisse tomber la proie devant ses petits. Il la renifle, la gratte et la ronge maladroitement. Une autre leçon. Ce soir, il savoure la viande. La nuit s'approfondit. Les coyotes crient au loin. Le renard s'arrête, tendant l'oreille. Le danger n'est jamais loin. Elle ramène ses petits vers les rochers où les ombres se resserrent. Les petits la suivent. Ils atteignent un groupe de rochers, réchauffés par le soleil du jour. Là, elle bondit de nouveau, escaladant la pierre avec aisance. Les chiots courent après eux, leurs griffes glissant sur la surface lisse. Ils apprennent à maintenir l'équilibre et à sauter de rocher en rocher. À l'aube, la famille de renards se retire. Ils se cachent dans une crevasse, à l'abri de la chaleur torride. Les petits se blottissent contre leur mère. Leur respiration ralentit. Ils finiront par maîtriser l'escalade. Ils glisseront le long des troncs avec aisance et disparaîtront dans les arbres avant que les prédateurs ne les suivent. Il fera bientôt à nouveau nuit. Le désert se calme. L'air hivernal rafraîchit le sable. Les buissons de créosote se dressent raides et cassants, leur parfum résineux pénétrant la nuit. Sous leurs branches emmêlées, un petit corps tremble, un lièvre à queue noire, Lepus californicus. C'est un bébé ou un levreau, fragile, toujours, pressé contre le sol. La mère est partie. Elle se glisse dans l'obscurité, les oreilles dressées, les muscles tendus. Pour le lièvre à queue noire, chaque pas est un risque. Les coyotes rôdent, les renards traquent, les hiboux planent silencieusement. Pourtant, elle doit se nourrir, sinon son lait s'épuisera. Elle court à travers les étages. Chaque saut s'étend sur une longueur d'environ 9 mètres. Elle s'arrête brusquement, les oreilles qui virevoltent. Un bruit, un mouvement dans les sous-bois. Elle se fige. Son corps s'immobilise. Seules ses oreilles la trahissent. Le danger est passé. Elle se remet en mouvement. De retour sous la créosote, leurs jeunes attendent. Ils ne pleurent pas. Ils ne bougent pas. Leur survie dépend du silence. Les levreaux naissent les yeux ouverts et la fourrure déjà épaisse. Mais ils ne peuvent fuir, pas encore. Leur seule défense est l'immobilité. Une ombre passe au-dessus de leur tête. Un hibou. Il s'arrête. Il écoute. Les buissons gardent son secret. La mer broute en silence. L'herbe d'hiver est rare. Elle grignote les quelques pousses qui poussent entre les rochers. Ses mâchoires grincent. Elle remplit son ventre de ce que le désert lui permet. Les heures passent. La lune se lève. Elle ne revient qu'une fois, glissant silencieusement. Les levreaux se lèvent, se pressant contre son ventre. Ils se nourrissent rapidement, avec urgence. Puis elle repart. Chaque nuit, cela se répète. Chaque nuit, les lièvres attendent cachés. Leur mère ne leur apprend rien. Elle ne peut pas. L'instinct les façonnera. Quand leurs pattes seront fortes, ils courront. Et ils doivent courir. Pour les lièvres, la vitesse est vitale. À pleine foulée, ils peuvent atteindre 72 km à l'heure. En zigzagant sur le sable, ils peuvent distancer les prédateurs dans un nuage de poussière. Pour l'instant, le buisson de créosote est leur bastion. Pauvre, mais suffisant. Les branches masquent leur odeur. Les ombres dissimulent leur silhouette. Les coyotes passent à quelques mètres, le museau crispé et le regard scrutant. Mais les levreaux restent immobiles. Ils survivent. À mesure que les jours raccourcissent, le désert devient plus rude. La nourriture fait perdre du poids.
L'eau se transforme en pierre. Mais la vie persiste. Les lièvres se reproduisent. Les nouveaux lièvres se cachent sous de nouveaux buissons. Les nouvelles mers disparaissent dans la nuit, et ainsi de suite. Dans le parc national de Big Bend, le temps est mesuré par le rythme des saisons. L'hiver projette de longues ombres sur le sol du désert. L'air se rafraîchit, les plantes se flétrissent et les créatures économisent le peu d'énergie qui leur reste. Les lièvres abritent leurs petits sous la créosote. Les renards gris grimpent aux branches basses pour se mettre à l'abri. Le Rio Grande devient une autoroute d'ailes, transportant les dernières parulines et oiseaux aquatiques vers le sud. Puis, avec le printemps, la vie reprend son cours. Le désert fleurit d'un éclat soudain. Les fleurs de cactus se parent de couleurs éclatantes et les abeilles bourdonnent inlassablement parmi elles. Les sangliers fourragent parmi les mesquites, leurs petits trébuchant derrière eux. Des ours noirs émergent des hautes montagnes Kizos, guidés par des mères affamées qui enseignent à leurs petits des leçons de survie. L'été arrive à grands pas. Le soleil règne sans pitié et le désert semble paisible. Pourtant, la vie s'adapte. Des millions de chauves-souris émergent des grottes calcaires, emplissant le crépuscule de leurs ailes. Les chauves-souris à poing de fouet parcourent le sable brûlant à la recherche de proies. Même les plus petites créatures trouvent le moyen de survivre. L'automne apporte le renouveau. Les pluies de mousson revitalisent la terre, les prairies verdissent et le ciel s'anime. Les monarques migrent vers le sud parmi les nuages orangés. Les aigles royaux chevauchent les courants thermiques tandis que leurs petits apprennent à chasser. Les cerfs mulets s'affrontent dans les prairies ouvertes, leurs bois claquant le soir. Et ainsi le cycle recommence.